Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Bien sûr, vous avez assisté à la réunion des ministres des Finances vendredi à Toronto avec Mme Freeland. Au terme de cette réunion, vous avez affirmé que les provinces se sont fait dire qu'elles allaient finalement recevoir une proposition formelle demain mardi. On sait que ça fait des mois que les provinces attendent ce moment-là. Est-ce que vous êtes confiant qu'on va arriver à des résultats concrets demain ou si c'est seulement la première étape d'une très longue négociation? Je pense que la conclusion finale risque d'être au budget de la vice-première ministre Freeland, dans le sens que demain, sûrement qu'il y aura une offre, des concepts, mais pour nous, les ministres des Finances et pour les Québécois, le Québec, c'est certain qu'il faut que les crédits budgétaires soient votés pour qu'on puisse les utiliser, nous, dans notre cadre financier. Et donc, là, on est au début février. Le budget fédéral, la date n'est pas annoncée, mais dès que les sommes sont annoncées dans un budget, on pourra les intégrer à notre cadre financier et commencer à faire une différence pour les citoyens. Parce que, juste pour illustrer ce point, durant les dernières campagnes électorales fédérales, le gouvernement actuel a fait des promesses, par exemple en soins de longue durée, santé mentale, mais nous, on ne peut pas intégrer ces sommes-là dans notre cadre financier tant qu'elles ne sont pas votées. Oui. En attendant justement de voir l'offre que le premier ministre Trudeau va déposer demain, les provinces maintiennent leur demande d'augmenter les transferts en santé de 22 à 35 %, ce qui équivaut, on le sait, à 28 milliards par année. Mais les provinces demandent aussi à Ottawa de s'engager à augmenter les transferts en santé de 5 % par année pour la suite, pour soutenir les coûts en santé. Expliquez-nous pourquoi c'est aussi important, selon vous, ces 5 % d'augmentation par année. D'abord, le 5 là, c'est un chiffre qui est estimé par le Conference Board du Canada. C'est un chiffre qui tient compte du vieillissement de la population, des avancées technologiques, du coût des médicaments. Et dans le fond, c'est important de savoir que la santé, c'est le poste budgétaire qui croît, non seulement qui est le plus important des provinces, mais c'est aussi celui qui croît le plus vite en raison du vieillissement de la population. Alors, on peut dire en général que les dépenses gouvernementales augmentent de 3 à 4 % par année, ce qu'on appelle les coûts de système. Mais en santé, c'est plus élevé que 3 à 4 %, notamment en raison du vieillissement de la population. Bon. Alors ça, c'est un estimé du Conference Board. Et il y a une décimale, là, c'est peut-être 5,1, 5,2. Je pense que pour les citoyens, là, on parle du plus gros poste budgétaire des provinces qui croît au taux de croissance le plus élevé que l'ensemble des dépenses. Quand on regarde la situation au Québec, Monsieur le ministre, on a l'impression que le réseau de la santé craque de partout. Évidemment, il y a eu la pandémie, l'hécatombe dans les CHSLD. Plus récemment, on a vu jusqu'à quel point le système est devenu dysfonctionnel. Si les provinces obtiennent ce qu'elles demandent au terme de la rencontre de demain, vous parliez tout à l'heure de l'importance de comptabiliser les sommes dans le prochain budget. Ça va prendre combien de temps avant que les Québécois voient la différence sur le terrain? Je pense que dans notre cas, le plan du ministre Dubé a été divulgué à la fin de la dernière législature. Et à ce moment-là, on parlait de 2 ans pour faire une différence. Et nous, on s'est engagé à investir de nouvelles sommes pour supporter ce plan-là. Donc, c'est de l'ordre de grandeur de 2 ans. On peut pas faire des réformes structurelles à court terme. On peut faire des gains rapides, des changements qui font une différence rapidement, mais pour ce qui est de l'ensemble du réseau, lorsqu'on parle par exemple de redéployer l'offre, d'avoir plus d'offres au niveau des soins à domicile, ça nécessite des budgets, des embauches, un niveau de service de soins
tout ça nécessite du temps. Puis je pense que mon collègue, le ministre Dubé, serait plus apte à répondre, mais ça va prendre 2 ans pour faire des changements importants, mais ce qui serait très intéressant pour les citoyens, c'est que durant ces 2 années-là, la situation s'améliore continuellement au lieu de qu'on soit continuellement en période de stress. Ouais. Après la réunion avec Mme Freeland vendredi, vous avez aussi dit que le Québec est prêt à partager les données sur les dépenses en santé et les résultats que donnent ces dépenses, justement. Ce qui est donc une demande clé d'Ottawa dans ces négociations sur les transferts en santé. On sait que Justin Trudeau ne parle plus de conditions, mais de priorités communes, donc le vocabulaire a changé. Selon vous, c'est quoi la différence entre une condition et une priorité commune? Ah ben là, il faudrait demander à M. Trudeau précisément, mais je pense que ce qui est important, c'est que la santé, c'est une responsabilité des provinces au Canada. C'est nous qui livrent les services, c'est nous qui sommes face aux citoyens, et donc c'est nous qui savons où on doit augmenter les services, prioriser, et la situation n'est pas la même dans chacune des provinces. Alors, dans notre cas, le plan santé, les priorités sont claires, là. C'est plus de personnel, des infrastructures, plus de soins à domicile, et tout ça, c'est dans le plan santé. On sait où on s'en va. Et là, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que le gouvernement fédéral doit nous accompagner et ramener sa contribution au niveau où elle était au début des années 80. Cette réunion des premiers ministres demain, ça survient au moment où un sondage nous apprend que les Canadiens n'ont jamais été aussi favorables au recours du privé en santé. Selon une enquête d'Ipsos qui a été réalisée pour Global News, il y a 60% des répondants qui sont maintenant en faveur des soins de privé en santé pour ceux qui ont les moyens de payer, là. Est-ce que d'ouvrir davantage la porte au privé, ça pourrait être une solution pour le Québec de régler à long terme le financement du réseau de la santé? Je pense que ce qu'on a dit, c'est que là où le privé pouvait nous aider, on était prêt à collaborer dans la mesure où c'est pas les citoyens qui payent, mais bien l'assurance maladie. Donc, c'est l'utilisation du privé, mais sans la contribution ou financé par les fonds publics. Et on le voit là pour le rattrapage des chirurgies présentement, la collaboration est nécessaire avec le privé et les citoyens. Ce qu'ils veulent, c'est leur chirurgie et donc, si de collaborer avec le privé permet d'aller plus vite, mais que c'est l'assurance maladie qui prend la facture, je pense qu'on est dans la bonne direction. Puis, il faut pas oublier qu'on est au service des citoyens. Moi, je suis le fiduciaire des finances publiques et une des raisons que les citoyens sont favorables au privé, c'est qu'ils sont pas satisfaits du niveau de service au public. Et donc, c'est notre responsabilité de rehausser le service en public, de rehausser les services publics pour répondre à la demande des citoyens. Bien sûr. Éric Girard, ministre des Finances du Québec, merci beaucoup. Merci de votre temps. C'est très apprécié. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.